Belle Marianne, vous dormirez tranquillement. Le cœur de Célio est à une autre et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Quel dommage et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Voyez comme le hasard me contrarie, moi qui allais l'aimer. En vérité? Oui, sur mon âme. Ce soir ou demain matin, dimanche au plus tard, je lui appartenais. Qui ne pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Il faut croire que sa passion pour moi était quelque chose comme du chinois ou de l'arabe, puisqu'il lui fallait un interprète et qu'elle ne pouvait s'expliquer toute seule. Raillez, raillez, nous ne vous craignons plus. Ou peut-être que cet amour n'était qu'encore un enfant à la mamelle, et vous, comme une sage nourrice, en le menant à la lisière, vous l'aurez laissé tomber la tête la première en le promenant par la ville. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait que la vôtre vous a versé sans doute. Et généreusement, vous en avez encore une goutte sur les lèvres qui se mêlent à toutes vos paroles. Et comment s'appelle ce lait merveilleux? L'indifférence. Vous ne pouvez ni aimer, ni haïr. Vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne. Sans épines et sans parfum. Bien dit. Aviez-vous préparé d'avance cette comparaison? Si vous ne brûlez pas le brouillon de vos harengs, donnez-le-moi de grâce que je les apprenne à ma perruche. Mais qui trouvez-vous qui puisse vous blesser? Une fleur sans parfum n'en est pas moins belle, bien au contraire. Ce sont les plus belles que Dieu ait faites ainsi. Et le jour où, comme une galatée d'une nouvelle espèce, vous deviendrez de marbre au fond de quelque église, ce sera une charmante statue que vous ferez, qui ne laissera pas que de trouver de quelques niches respectables dans un confessionnal. Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes? Voyez un peu ce qu'il m'arrive. Il est décrété par le sort que Célio m'aime, ou qu'il croit m'aimer, lequel Célio le dit à ses amis, lesquels amis décrètent à leur tour que sous peine de mort je serai sa maîtresse. La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant, chargé de me faire savoir que j'ai à aimer le dit seigneur Célio d'ici à une huitaine de jours. Faisez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte que celle qui obéit à point nommé, alors qu'on lui a une pareille proposition? Ne va-t-on pas la déchirer Isabelle Dan, la montrer au doigt et faire de son nom le refrain d'une chanson à boire? C'est au contraire, elle refuse. Est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui lui parle, qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire: vous êtes une rose du Bengale, sans épines et sans parfum? Cousine, cousine, ne vous fâchez pas. N'est-ce pas une chose bien ridicule que l'honnêteté et la foi jurée? Que l'éducation d'une fille, la fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose? Qu'avant de jeter au vent la poussière de sa fleur chérie, il faut que le calice s'en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil entrouverts par une main délicate. Tout cela n'est-il pas un rêve? Une bulle de savon que le premier soupir d'un cavalier à la mode doit s'évaporer dans les airs? Vous vous méprenez sur mon compte ainsi que sur celui de Célio. Qu'est-ce, après tout, qu'une femme? L'occupation d'un moment? Une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée qu'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule? Une femme, c'est une partie de plaisir. Ne pourrait-on pas dire quand on en rencontre une? Voilà une belle nuit qui passe. Et ne serait-ce pas un grand écolier en de telle matière que celui qui baisserait les yeux devant elle, qui se dirait tout bas: voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer?